Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 19 heures de ce 14 octobre. À la une de l'actualité, un militaire tué et deux autres blessés dans l'explosion d'une bombe artisanale près des frontières ouest du pays. Le président de la République et le chef d'état-major de l'ANP présentent leurs condoléances à la famille des victimes. Les détails dans quelques instants. Ouverture à Addis Abeba de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères accompagné d'une importante délégation y prend part. Les détails dans ce journal. Journée internationale de la femme rurale ce 14 octobre. Zoom ce soir sur des projets de femmes entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire, réunis à l'occasion par l'Institut national de recherche agricole. Retour à l'activité pour l'entreprise Africa Vert de Jijel après un an d'arrêt. L'unité compte relever le défi d'accompagner la fabrication automobile dans le pays. Reportage dans cette édition. Et à quelques jours du 17 octobre, une page histoire dans ce journal à travers le théâtre et les dernières répétitions d'une épopée retraçant les plus importantes stations de la révolution algérienne, jouées par des enfants principalement. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, dans le cadre des opérations exécutées par des unités de détachement de l'armée nationale populaire pour la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, une bombe de confection artisanale a explosé au passage d'une patrouille des gardes-frontières hier à 20h45 lors d'une mission de reconnaissance près des frontières ouest du pays, dans la localité de Deglen, commune de Beni Boussaïd, wilaya de Tlemcen, en deuxième région militaire. Après ce lâche attentat où on déplore le décès en martyr du sergent contractuel Sarawi Sefeddine et la blessure du caporal-chef contractuel Zebiri Ahmed et le caporal contractuel Sefari Abdelhaq. Toutes les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises pour le bouclage et le ratissage de cette zone et élucider les causes et les circonstances de cet acte terroriste, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses sincères condoléances à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, et à la famille du martyr du devoir national, le sergent Sefeddine Sarawi, victime, ainsi que ses valeureux compagnons d'une attaque terroriste sur les frontières ouest du pays. Que Dieu accueille le martyr en son vaste paradis, a écrit le président de la République. Et tous mes voeux de prompt rétablissement à ses deux compagnons, le caporal-chef Ahmed Zoubiri, le caporal Abdelhaq Sefari, ajoute le message du président de la République. De son côté, le général de corps d'armée Saad Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du shahid, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder à son âme sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux deux blessés. Il a également réitéré l'engagement et la détermination de l'ANP à poursuivre sa lutte sans répit contre le terrorisme et le crime organisé multiforme afin de préserver la sécurité et la stabilité de notre pays. Dans le reste de l'actualité, séance plénière ce matin présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, est consacrée aux questions orales. Plusieurs ministres concernés, tels que le ministre du Commerce et de la Promotion de l'exportation. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, a affirmé que 54 individus impliqués dans l'exploitation d'enfants dans la mendicité avaient été placés sous contrôle judiciaire. Durant les 2 dernières années, 17 autres ont été placés en détention provisoire en réponse à une question sur le sujet. De son côté, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a annoncé la tenue d'une rencontre nationale avant la fin de l'année pour débattre de la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la santé pour l'exercice 2018 en présence de tous les partenaires sociaux et des représentants de plusieurs secteurs. Fin de la visite en Serbie, du général de corps d'armée Saad Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, où il a pris part à la 10e édition de l'exposition internationale de l'armement Partner 2021. Lors de cette visite à Belgrade, le général de corps d'armée a représenté le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Amal Bouharba revient sur cette visite.
La 10e édition de l'exposition internationale de l'armement Partner 2021, organisée dans la capitale serbe Belgrade, a été marquée par la participation de l'Algérie, représentée par une forte délégation militaire avec à sa tête le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avec en ligne de mire le développement du partenariat entre les armées des deux pays. Compte tenu des relations exceptionnelles qui lient nos deux pays, un accueil particulier a été réservé au général de corps d'armée Saïd Chingriha. Il a été reçu par le président serbe, à qui il a remis une lettre manuscrite du président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en lui transmettant ses salutations à lui personnellement ainsi qu'au peuple serbe ami. Pour Belgrade, l'Algérie est un partenaire de choix au vu de son expérience pionnière. C'est d'ailleurs des questions qui ont été au centre de l'entretien qui a réuni Saïd Chingriha avec le ministre de la Défense serbe. Les deux parties ont exposé lors de cet entretien les perspectives d'échange d'expérience dans le domaine de l'industrie militaire. Le général de corps d'armée s'est également entretenu avec le chef d'état-major des forces armées serbes, mettant l'accent sur l'ambition partagée de promouvoir la coopération militaire. Cette exposition a permis de dévoiler les derniers armements et systèmes d'armes modernes. À cette occasion, Saïd Chingriha a fait part à l'assistant du ministre de la Défense serbe pour les ressources matérielles de l'intérêt porté par l'Algérie pour la modernisation de l'institution militaire. Le général de corps d'armée a par ailleurs visité différents stands d'armement exposés et reçu des explications exhaustives sur leur niveau de précision et leur système technologique. Le général de corps d'armée s'est également entretenu avec le PDG du groupe serbe Yugo Import, un établissement de fabrication de véhicules blindés et d'artillerie avec à l'ordre du jour un partenariat gagnant-gagnant sur le transfert de technologie. Autant dire que l'exposition internationale de Belgrade a été l'opportunité de fructifier le partenariat bilatéral algéro-serbe portant essentiellement sur la formation et la modernisation des performances des forces armées. Autre visite, celle de l'Académie militaire serbe qui compte parmi ses promotions des officiers de l'armée nationale populaire. Saïd Chingriha a salué leur esprit d'engagement et a assuré qu'il les suivait personnellement compte tenu de l'importance de cette formation. Le général de corps d'armée s'est d'autre part rendu au musée d'histoire de la Yougoslavie où il a observé une minute de silence en hommage au défunt leader et ancien président yougoslave Josip Broz Tito. Il a visité les différents pavillons du musée où des explications lui ont été données sur l'apport de cette figure historique et son soutien à la guerre de libération nationale avant de signer le livre d'or du musée. Ouverture ce matin à Addis Abeba de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine. Des dirigeants et responsables de la Commission de l'Union africaine, des ministres des 55 États membres de l'organisation sont présents. Une session sous le thème art, culture et patrimoine, les leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Cette réunion de 2 jours verra aussi la participation des représentants des communautés économiques, régionales et des mécanismes régionaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, accompagné d'une importante délégation, participe aux travaux. Pour Ramtan Lamamra, l'Union africaine doit rationaliser l'utilisation des ressources ou de ses ressources financières pour éviter de dépendre des partenaires internationaux. Le Conseil devra aborder au cours de cette session un ensemble de dossiers liés à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et aux perspectives de renforcement de la coopération entre les pays du continent en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus. Il abordera aussi des sujets liés à l'action africaine commune et évoquera les moyens de permettre aux institutions continentales telles que le Parlement africain de bien mener les missions qui leur sont confiées. Et en marge des travaux de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré son homologue éthiopien Demeke Mekonnen. Les discussions tournaient autour du développement des relations bilatérales entre les deux pays, de la situation dans la région ainsi que des voies et moyens de renforcer la coordination entre les délégations des deux pays dans les événements d'envergure régionale et internationale.
Et un peu avant le début des travaux du Conseil, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré plusieurs de ses homologues africains avec lesquels il s'est concerté sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion. Lamtala Mamla a rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, la Zambie, le Togo, le Burundi, le Tchad, le Nigeria et Djibouti. Dans l'actualité également, journée internationale de la femme rurale ce 14 octobre. Un salon des micro-entreprises des femmes rurales a été lancé ce matin par la ministre de la Solidarité, la famille et la condition de la femme au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger. Il est question notamment du rôle de la femme rurale dans le développement local via les mécanismes d'aide. Le dispositif Engem par exemple, on peut recenser pas moins de 602 200 femmes dans 191 800 femmes rurales qui ont bénéficié de microcrédits pour la création de leurs projets entre 2005 et juin 2021. La ministre Kautal Kliko a par ailleurs annoncé le lancement dans les prochains jours d'un guide pour l'insertion économique de la femme, notamment rurale. Et l'Institut national de recherche agricole a réuni quelques-unes de ces femmes entrepreneurs. Leurs projets sont dans le domaine de l'agroalimentaire principalement, avec des produits inhabituels pour certains. Samia Bouharou les a rencontrés. La femme rurale, fortement présente pour célébrer sa journée et présenter le fruit de ses efforts, chacune dans son domaine. Venues de plusieurs régions du pays, elles se sont toutes réunies pour échanger leur expérience et leur savoir-faire. On a été formés directement sur place, sur terrain. Le safran, c'est un résultat qu'on va obtenir après des années. Ce n'est pas un résultat qu'on va y avoir directement sur place. Le nouveau produit qu'on a réussi à cultiver dans la région de Yakouran, c'est le kiwano. Il est très bénéfique pour les cancéreux. C'est un produit qu'on importait et qui coûte très cher. Et on a encore réussi à cultiver la tomate américaine. Également, un nouveau produit, c'est le café à base de caroubier. Le café spécial Akhabou, c'est très bon. Le but de l'association, c'est de développer, d'encourager les gens, surtout les femmes, à cultiver cette semence qu'on cultive généralement d'une manière biologique. Cette journée est l'occasion de montrer encore une fois le rôle essentiel que joue la femme rurale depuis la culture du produit jusqu'à ce qu'il arrive dans nos assiettes. La femme rurale, elle produit un produit sain. Et la tendance actuelle, tout le monde revient vers la nourriture saine, la nourriture qui donne que de la santé. Et on dit toujours un proverbe, on le dit, votre santé est dans votre assiette. Donc tout le monde maintenant essaie de connaître ce qu'il va manger, il recherche le produit et il se déplace et va vers le producteur qui fait des produits sains. Et ça crée quand même une sécurité alimentaire. On est là pour faire la promotion de produits de notre région, Iwakoren et Imjdal de Bouira, comme cette poudre de caroubier qu'on mélange avec cette huile d'olive qui a été primée à maintes reprises. On a en fait un projet de nous organiser et de créer une coopérative au niveau de la wilaya de Bouira afin d'accompagner toutes ces femmes, de les former davantage et voilà, avancer. Aujourd'hui, il est nécessaire d'accompagner ces femmes dans leurs projets. Un des soutiens du gouvernement le plus important aussi, c'est d'avoir débureaucratisé et d'avoir libéré le texte sur la création des coopératives. C'est ça le but, qu'ils s'organisent, qu'ils puissent défendre leurs intérêts en commun, qu'ils puissent commercialiser aussi, qui puissent accéder à des avantages fiscaux et parafiscaux. C'est ça le sens de la coopérative. Je pense que ça commence à prendre. Actrice à part entière dans le développement durable du pays, la femme rurale a pu, à maintes reprises, démontrer ses capacités à apporter sa grande contribution à l'économie nationale. Et une pathologie qui touche beaucoup les femmes, le cancer du sein. Pas moins de 14 000 malades sont recensés chaque année. Et une campagne nationale de dépistage de prévention contre le cancer du sein est lancée à l'occasion d'Octobre Rose. 720 femmes ont bénéficié à Béchar d'un dépistage précoce au niveau de 2 cliniques mobiles spécialisées. Il s'agit de l'un des moyens de lutte les plus efficaces contre la maladie. Camélia Mellel. Le mois d'octobre
Un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein à travers la planète. Comme chaque année, ce mois est l'occasion chez nous de multiplier les initiatives et les campagnes de sensibilisation à la nécessité du dépistage précoce afin de prévenir cette maladie dont les chiffres sont en constante augmentation. En Algérie, plus de 14 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Et pour toucher la plus large tranche de la population, une caravane médicale s'est installée dans la wilaya de Béchar. Elle est équipée de moyens techniques modernes pour la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, notamment la mammographie, l'échographie. Une équipe médicale spécialisée a supervisé cette opération. Les femmes de Béchar n'ont pas manqué à l'appel. Elles étaient plus de 700 à avoir bénéficié d'une mammographie. Je me suis rapprochée de cette clinique et je me suis inscrite. Puis ils ont aussitôt fait le nécessaire. Sincèrement, je ne m'attendais pas à cet accueil. Tout le monde était gentil et professionnel. On était surpris. On a reçu un grand nombre de femmes pour le dépistage. Elles sont conscientes du danger de cette maladie. Après Alger, Blida, Oran, Tlemcen, la caravane poursuivra son parcours pour se rendre dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Constantine, Skikda et Annaba. Industrie, après un arrêt de plus d'un an, retour à l'activité pour l'entreprise Africa Vert de Jijel. Son défi aujourd'hui, l'accompagnement de la fabrication automobile dans le pays. Aïcha Boubarir, Saïda Maïf. Après avoir levé nombreuses contraintes, Africa Vert, la société africaine de verre implantée à Tahrir à Jijel, et grâce à des compétences algériennes, parvient à relever le défi et s'attelle à conquérir le marché national à travers la sous-traitance pour les véhicules industriels. Son verre imprimé est d'une grande qualité. Après un an d'arrêt d'activité, il était de notre responsabilité de redresser cette société et de la soutenir financièrement sans avoir recours à l'aide de l'État. Auparavant, nous étions leaders en matière de verre imprimé, mais la rupture du four principal a causé l'arrêt de l'activité. Aujourd'hui, grâce au cadre algérien, il a pu être réparé et ça fait 2 mois que nous avons repris le travail. Le matériel est une aide de l'État et la main-d'œuvre algérienne est tout à fait capable de relever le défi. Avec une capacité de production de 1000 tonnes annuellement de verre imprimé, la société peut amplement couvrir les besoins du marché national. Conformément à la stratégie du gouvernement qui vise l'ouverture du marché des véhicules à l'horizon 2022, Africa Vert entend conquérir le marché national. Cette entreprise est très prometteuse, raison pour laquelle nous l'avons soutenue. Et je tiens à signaler que la politique du soutien financier direct est à jamais révolue. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Avec l'approche de l'an 2022, des entreprises sont appelées à fabriquer des véhicules et la sous-traitance demeure un maillon indispensable dans cette chaîne de production. Cette entreprise fabrique déjà du verre au profit du ministère de la Défense nationale pour les voitures de marque internationale Mercedes-Benz, ce qui atteste de sa qualité supérieure. Après 30 ans de service, Africa Vert est appelé plus que jamais à satisfaire les besoins du marché national, mais également à conquérir les marchés internationaux dans le futur. Cet exemple d'investissement dans le domaine du bien-être, cette fois, une nouvelle structure dédiée au sport et à la remise en forme ouvrira ses portes très prochainement à Béjaïa. Saïda Mayouf s'est déplacée dans la commune d'Al-Qsar et a rencontré le propriétaire. Au-delà d'un business, le complexe est un projet familial. Reportage. La commune d'Al-Qsar à Béjaïa vient de se doter de son premier centre sportif et de remise en forme, devant ouvrir ses portes à sa clientèle incessamment et combler ainsi un manque à gagner en la matière. Derrière cette réalisation flambant neuve, Karim Touati, ancien athlète d'élite et conseiller principal en sport, qui s'est détourné de l'étranger pour investir dans son pays. Donc, à travers mes voyages, à travers les stages, à travers pas mal de pays,
Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas un centre sportif dans notre pays, après ma sortie de l'ESTS, donc étant armé d'un bagage dans tout ce qui concerne la technologie du sport. Donc j'ai demandé un terrain dans le cadre d'un investissement national, donc au niveau du CALPI, donc on m'a accordé, donc voilà, et j'ai tout de suite commencé. Tout est savamment réfléchi afin d'offrir d'agréables moments de bien-être et de détente à tous ceux en quête de quiétude et de confort. Pour ce faire, le gérant veille au grain, chaque détail est de taille. J'espère satisfaire le personnel et on invite les gens à venir voir notre établissement et on fera de notre mieux pour les satisfaire. Et on essaie de déterminer leurs besoins. Donc on fait un circuit en suivant leurs besoins et en suivant leur état, on va dire, psychique et aussi mental et physique. Donc ça va dépendre, on reçoit des femmes enceintes, on reçoit donc beaucoup de personnes qui ont des maladies, on va dire, cardiovasculaires. Donc on essaye d'entamer des programmes qui sont spéciaux pour ces gens, même tout ce qui est diététique, etc. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient donc à l'aise et de prendre soin d'eux. Une centaine de personnes par jour est prévue dans un premier temps pour profiter des différentes disciplines sportives. Santé physique et mentale oblige. Donc il y a une partie aussi, une partie sport, donc où on va permettre il y aura des disciplines voilà, qui n'existent pas ici dans la région. Donc voilà, aussi des disciplines, enfin, un peu de la remise en forme, donc du crossfit, du yoga, de la danse, du fitness. Donc il y aura aussi une préparation. J'attache beaucoup d'importance à ce volet mental. Donc il y aura des séances de relaxation, séances d'hypnose, programmation mentale. J'ai la chance d'avoir découvert un art extraordinaire de soins holistiques qu'on appelle le Reiki, donc qui m'a ouvert cette voie de soins énergétiques. Je ressens beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté pour moi-même, et puis j'aurais voulu que mes parents soient là. En dépit de cette tristesse au fond du cœur, Karim Touati ne désarme pas, bien au contraire. L'aboutissement de ce dur labeur ayant duré 24 années est tout simplement sa raison d'être. À l'étranger, la mission permanente de la Norvège à l'ONU a souligné l'urgence de mettre fin aux hostilités au Sahara occidental. Le dialogue doit reprendre afin de trouver une solution juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui, a affirmé la mission norvégienne à l'issue de la réunion hier à New York du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion consacrée à la situation au Sahara occidental. Une manifestation organisée contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth a dégénéré aujourd'hui, faisant 6 morts et 30 blessés. Des quartiers de la capitale se sont transformés en zone de guerre. Des tirs nourris et des explosions résonnaient non loin du palais de justice, devant lequel s'étaient massés des centaines de manifestants. Les chars de l'armée se sont déployés en bouclant les accès et la troupe a prévenu qu'elle tirerait à bout portant sur toute personne qui ouvrirait le feu. Retour dans le pays à quelques jours des commémorations du 17 octobre. On vous propose une visite au musée des Al-Moudjahid à Alger et surtout le récit des événements pour la mémoire et contre l'oubli. Une reconnaissance juste pour les milliers de femmes et enfants et hommes des Algériens pris dans la répression féroce exercée par la police française. Samira Hadj Ahmar. Dans les allées du musée central de l'armée nationale populaire et du musée du Moudjahid, des images nous racontent le sacrifice du peuple algérien durant des siècles. Nous faisons ici une halte dans l'aile consacrée au massacre du 17 octobre 1961, cette date fatidique, sacrée journée de l'immigration. Les visiteurs peuvent revivre chaque minute, chaque instant et au détail près les événements qui ont découlé de cette sanglante journée.
Omar Boudaoud, à la tête de la fédération du FLN en France, a donné la consigne aux Algériens de manifester pacifiquement pendant 3 jours. Naturellement et comme d'habitude, la police française a répondu avec une violence et une répression inouïe. Alors qu'historiens et journalistes censurent l'un des plus grands massacres du XXe siècle, le FLN le transcrit sur la scène internationale. Les événements du 17 octobre 1961 sont considérés comme un crime contre l'humanité et une tache noire dans l'histoire de l'administration coloniale française, avec le témoignage de Français ainsi que d'historiens étrangers, parce que le préfet de Paris, Maurice Papon, s'était une fois de plus vengé des militants du FLN à travers une répression sauvage, des arrestations par milliers et des tueries en masse des manifestants algériens. Des manifestants pacifistes ligotés puis jetés dans les eaux froides de la Seine, des manifestants tués par balles que l'on a sortis des commissariats parisiens puis jetés à leur tour dans les eaux de la Seine. D'autres corps ont été trouvés pendus loin de la scène des manifestations, dans des forêts aux alentours et d'autres encore dans des stades autour de la capitale. Une mémoire algérienne conservée précieusement par les musées en Algérie, pour que nul n'oublie qu'en ce jour, la France coloniale a torturé, tué et massacré des centaines d'Algériens parce qu'ils voulaient être libres et indépendants. Histoire toujours, mais à travers le théâtre cette fois, une épopée qui retrace les plus importantes stations de la révolution algérienne a été montée à Tipaza, jouée par des enfants principalement. Sa première est prévue demain. Sirem Kenouch s'est incrusté aux dernières répétitions. Regardez. Les enfants de la troupe théâtrale de Foucault racontent la révolution algérienne à travers les différents actes de la pièce théâtrale Al-Mourtar qu'ils sont en train de préparer. Je suis un enfant moudjahid, fils d'un moudjahid. Alors, le 17 octobre est une date exceptionnelle. C'est le jour des manifestations en France. Et les Algériens ont été jetés dans la Seine. Le rôle que j'interprète est celui de Aïcha. Aïcha qui a été tuée ainsi que toute sa famille. Tout le monde a été tué à part le petit frère Salah. Les enfants interprètent plusieurs rôles qui racontent les grandes stations de nos 7 longues années d'héroïsme. C'est une très très belle pièce, c'est une épopée qui retrace beaucoup de stations historiques. Nous avons choisi un langage spécial pour enfants. Oui, c'est une épopée qui s'adresse à des enfants, donc il faut faire très attention par rapport au message qu'on doit passer. Et c'est un scénario bien étudié et un langage spécial pour les enfants. Le public aura donc l'occasion d'apprécier le travail de ces grains de comédiens le vendredi et le samedi à Tipaza et puis à Bemouldès. Et on va à Djidjel à présent, on se laissera guider par le grand phare. Au-delà de son important rôle dans le port, il s'agit d'un monument incontournable de la région et un patrimoine national, nous dit Mariam Damis. Bâti par le tailleur de pierre Charles Salva en 1867, le grand phare de Djidjel, ou Ras El Afia, d'un blanc immaculé, il signale aux bateaux devant accoster au port de Djidjel la présence de 2 écueils dangereux sur la côte. Le rôle principal du phare est de signaler aux navigateurs les zones dangereuses se trouvant près des côtes, notamment le rocher Essekka, appelé communément Aïcha et Myriam. Depuis près de 26 ans, Fawzi assure le bon fonctionnement de ce phare, un métier qu'il a hérité de son père et qui le passionne toujours. Qu'il pleuve ou qu'il vente, le phare reste opérationnel durant les 4 saisons.
Véritable merveille de la corniche gigelienne, cette tour de contrôle maritime est un patrimoine national qui, malgré les affres du temps et de la nature, a gardé toute sa splendeur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.